Des fausses montres, ça vous intéresse? Un nouveau mal s'est introduit dans la machine bien huilée du commerce mondial, la contrefaçon. Depuis 10 ans, cette activité parallèle profite des effets de la globalisation, suppression des frontières économiques, abolition des contrôles, pour grignoter chaque jour du terrain. C'est vraiment au choix là, on a Tod's, Hermès, on a un modèle Vuitton là-bas. La contrefaçon entraînerait un manque à gagner de 300 milliards d'euros par an pour les entreprises et ferait perdre 200 000 emplois en Europe. Presque 8000 articles. On avoisine aussi la tonne. Ils n'hésitent pas sur les quantités au niveau du fret. Voilà. En 2001, les douanes européennes ont saisi plus de 100 millions d'articles contrefaits, soit une augmentation de 900% en 3 ans. Ce raz-de-marée du faux a incité les marques à réagir pour limiter la casse, histoire d'une lutte sans merci. Ils refusent de collaborer là pour nous amener au stock. Ouais. Canal Street, au cœur de Chinatown, le quartier chinois de New York. C'est ici que commence notre enquête, dans ce dédale d'échoppes, de ruelles et d'arrière-boutiques où l'argent coule à flot. Celle-là, elle vaut 75 $. C'est un nouveau modèle. Une vraie, ça coûte 4000 $. C'est la dernière sortie. Marc Frisanco est juriste. Il dirige l'unité anti-contrefaçon de Cartier à Genève. Cet homme pressé n'a qu'un credo, traquer partout dans le monde ceux qui pillent sa marque. Il nous a permis de suivre certaines de ses actions. La menace de la contrefaçon est une menace sournoise. Elle est incolore, inodore. Elle vulgarise tous nos efforts, elle avilit notre nom et elle parle très mal de nos produits. C'est combien la montre? Combien? C'est 40 $. Pourquoi tu fermes ta boutique? C'est à cause des flics. Il nous a fallu quand même plusieurs années pour comprendre comment les contrefaçons étaient vendues à New York, à Canal Street, qui est en fait la partie chinoise que tout le monde connaît à New York. Tous les touristes se précipitent dans ces petites rues où on vend à peu près tout, y compris des contrefaçons. Et nous avons mis plusieurs mois et semaines à trouver un angle pour identifier la principale source d'approvisionnement de contrefaçon des petits détaillants de Canal Street. Does Bharat have a cell phone number? Bien évidemment, nous avons des enquêteurs, nous travaillons avec des avocats. Bon, tu n'oublies pas de nous faire une note de synthèse à notre retour du raid. Harley Lewin est l'avocat de Cartier à New York. Ce jour-là, il organise une importante saisie de fausses montres dans le quartier chinois. Nous serons invités à suivre l'opération. Le raid à New York, c'est une affaire extraordinaire. Nous avons engagé un détective et le détective s'est infiltré dans ce réseau. La confiance s'est installée et de là, tout est parti. C'est le seul accès à la boutique Speedy Shipping. Je n'en ai pas vu d'autres. Bon, vous deux, vous nous accompagnez, George et moi, et John aussi. Nous serons une vingtaine répartis en 3 équipes qui vont agir simultanément dans 3 lieux différents. On procède toujours ainsi parce que, à Chinatown, les contrefacteurs ont tous des portables ou des talkie-walkie pour se prévenir en cas d'alerte. Et si on ne frappe pas d'un coup, on peut tout faire capoter. Pour agir ainsi, Harley Lewin dispose d'un mandat de perquisition délivré par un juge. Il est aussi enquêté par des agents du FBI en cas de besoin.
This is the other part of the business. This is not C'est l'autre branche de leur business. Ici, il n'y a pas de montre, rien que de la maroquinerie. same thing. Pretty good. Pas mal fait d'ailleurs. Mais ce ne sont pas les modèles de notre client. On n'a pas le droit de les saisir. La police s'en chargera. Not us. Okay, gentlemen. Allez, on y va. C'est pas le bon endroit. Le bon endroit se trouve 2 rues plus loin, dans cette boutique. La deuxième équipe a découvert ici un très important stock de montres. Alors on a saisi un 3 endroits. Venez d'abord ici. Barat, l'envoyé spécial de quartier aux États-Unis, est chargé d'authentifier les contrefaçons. Et je vais vous amener en bas où il y a 100 000 montres. Derrière cette porte, des centaines de cartons remplis de montres et de pièces détachées. Et venez là par exemple. Il y avait des chambres cachées comme ça partout. Regardez par exemple là, ce sont des montres Santos de Cartier. Ouais. Mais vous n'allez pas voir des marques. On a trouvé des mouvements. Ici, ils font l'assemblage de tous ces montres. Et ils vont mettre les marques ici également. Pour tromper la vigilance des douaniers, les trafiquants importent leurs montres en pièces détachées et sans le moindre logo. Il suffit ensuite de coller sur les cadrans vierges la marque souhaitée. Tout vient de la Chine. C'est 100% une opération chinoise. On voit bien qu'on peut rentrer tout ce qu'on veut aujourd'hui aux États-Unis. 100 000 montres ont été saisies, ce qui est considérable. Il faut bien imaginer que 100 000 montres, ça démontre le dynamisme de ces réseaux qui approvisionnaient tout Canal Street notamment. Toutes ne sont pas des montres portant la marque Cartier. Je crois qu'il y en a 30 000. Ça va priver le marché pendant quelques mois d'un très grand nombre de produits. Nous avons frappé un grand coup. Dans l'immeuble voisin, à l'étage, un autre stock de montres destiné à la vente à Canal Street. Là, il y a des montres d'autres marques, Tommy Hilfiger, Rolex, Tag Heuer, Burberry, toutes les marques que vous pouvez imaginer, Frank Muller. On n'a pas, nous, le droit de saisir ces montres. Et puis, vous voyez des trous vides ici. C'est là où on a enlevé nos produits. You can throw them on the ground and stamp on them. No, we need them as evidence. Au rez-de-chaussée, dans les bureaux du magasin, Harley Lewin tente de faire parler les pièces comptables. Saisir des montres, c'est bien entendu très dissuasif. Mais le plus important, c'est d'analyser toutes ces pièces, de les décortiquer dans le moindre détail. Nous avons déjà pas mal d'infos qui nous permettent de suivre des pistes intéressantes. Celui qu'on vient de saisir, c'est l'importateur, un gros poisson. On va maintenant essayer de savoir à qui il vend et à qui il achète sa marchandise. Donnez-moi le mot de passe, s'il vous plaît. Nous avons saisi 33 000 documents qui établissent l'activité depuis les années 90 et un chiffre d'affaires sur les 10 ans de pratiquement 6 millions de dollars. Donc c'est considérable. Ceux qui importent les contrefaçons sont vietnamiens. Ceux qui leur fournissent la marchandise sont des Chinois de Hong Kong et les fabricants sont en Chine continentale. Nous venons de faire une saisie exceptionnelle à Canal Street. Mais si on veut remonter plus haut dans la filière, il faut enquêter à l'extérieur des États-Unis. Il n'y a qu'à New York qu'on organise des raids en taxi, qu'on repart en taxi avec les pièces à conviction. See you later.
Les filières de la contrefaçon passent aussi par l'Afrique. Jérôme vient souvent à Lagos, au Nigeria, une ville de 20 millions d'habitants considérée comme l'une des plus dangereuses du monde. Ici, on ne peut filmer qu'avec beaucoup de discrétion. Jérôme est le monsieur anti-contrefaçon de BIC. Ce marché, il le connaît bien. Des millions de faux stylos, rasoirs et briquets de sa marque qui sont vendus chaque année. Et la tendance est à la hausse. Les copies d'articles grand public auraient même supplanté les originaux. Donc là, on est en train de discuter avec une personne du marché qui nous donne des informations sur les personnes qui revendent du faux. Donc c'est le bouche à oreille qui nous permet de remonter les filières, hein, toujours. On nous expliquait que tel gars un peu plus loin avait encore quelques stocks de faux qui traînaient. Les visites de marché, ça prend toute son importance puisque c'est pas en restant dans un bureau à Paris qu'on va avoir ce type d'informations. C'est en effectuant ce type de visite qu'on peut se rendre compte si il y a seulement quelques contrefaçons qui se battent en duel sur le marché ou si il y a des stocks importants qui traînent. Là, on voit que visiblement, la contrefaçon est très facile à trouver. No, this one. Okay. Donc là, on voit que c'est du bill, hein, donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment qu'on demande à notre avocat d'organiser très prochainement un raid sur le marché pour nettoyer ce genre de cochonneries. Les faux sont beaucoup moins chers. C'est 20% moins cher que les vrais. Ils viennent d'où ces produits? Ils viennent de Chine. Les produits qui sont fabriqués là-bas, ils ont des prix abordables qui peuvent convenir aux consommateurs nigérians. Alors que les autres stylos, les vrais, ils sont trop chers. Il y a une coexistence sur le marché entre les vrais produits et les faux produits. Hein. Ça, c'est évident, là vous avez des vrais, et puis au-dessus, la personne a mis des contrefaçons. Donc, on a aussi un travail d'éducation pour leur dire si vous voulez être revendeur BIC, il faut revendre que du BIC. Mais les rares commerçants qui jouent le jeu se plaignent. Good morning. Fine, and you? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on continue à fonctionner comme ça? C'est pas possible. Il faudrait que vous nous autorisiez à baisser les prix de nos stylos pour qu'on ne soit pas pénalisé par les contrefaçons. Ça, c'est un problème qui est soulevé par les revendeurs et ils voudraient qu'on puisse vendre les vrais BIC au prix un peu moins cher pour que ça soit une concurrence directe avec les contrefaçons sur le prix. Mais nous, bien évidemment, on a des critères de fabrication et de qualité qui font que nos produits sont à un prix et on ne peut pas s'amuser à faire varier ce prix en raison de la présence de contrefaçons sur le marché. Quand on regarde les cartons qui nous entourent sur le marché de Lagos, on remarque que la Chine est très présente hein, dans les importations. Hein. Regardez, Made in Guangzhou, China, c'est toujours les mêmes régions du sud de la Chine qui inondent le monde. Hein. Pour trouver une parade à cette invasion de faux produits et obtenir la collaboration des autorités, Jérôme s'appuie sur son distributeur local, qui lui aussi s'inquiète de l'arrivée massive des dernières copies chinoises. Actuellement, on trouve Vina partout sur les marchés, que ce soit au Onitsha ou ici à Lagos. Et évidemment, c'est la copie conforme de la forme du cristal. Vous voyez, c'est exactement le même design. Que je prenne celui-là ou que je prenne celui-là. Donc là, c'est encore une fois la copie à l'identique de notre produit. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les bouchées doubles pour pouvoir obtenir des décisions de justice, ce qui nous permettra de confisquer aussi bien ça, que ça, que ça, que ça. Le gros problème de ce produit, c'est sa qualité qui est vraiment catastrophique. On peut prendre n'importe quel produit de la boîte, on appuie tout légèrement et pouf, on a la pointe qui rentre immédiatement. Comparé à un vrai produit, si on s'amuse à faire le test, on peut appuyer, il ne se passe rien et puis le produit il marche encore très bien. Hein. Donc vous voyez, hein, si on lutte,
qu'est-ce qui va se passer? Le consommateur va perdre confiance dans la marque parce qu'il va se dire cette marque-là, c'est pas une marque de qualité. Et là, pour le récupérer, après, vous imaginez les efforts marketing promotionnels à faire. C'est là que se situe le véritable danger. On estime qu'en moyenne, les ventes sont basées à partir de la population, je dirais, d'un pays, à raison d'un stylo par habitant. Donc Nigeria, disons 130-140 millions d'habitants, 130-140 millions de stylos. C'est environ le score que l'on a atteint en 2001. En 2002, nous avons vendu 97 millions de stylos, donc 25% de moins. Donc il est clair que l'impact est réel et on doit mener une action très très forte sur ce terrain. Des destructions de contrefaçon, BIC en organise des centaines partout dans le monde chaque année. En 2001, 21 millions de stylos, rasoirs et briquets ont ainsi été réduits en poussière. 21 millions, c'est beaucoup et c'est peu. C'est le montant d'une seule journée de production de stylos pour l'entreprise. Ces actions spectaculaires sont le fruit d'années de procédures judiciaires très coûteuses et incertaines. Mais c'est le prix à payer pour rassurer sa clientèle et dissuader les contrefacteurs. Nous exigeons toujours la preuve de cette destruction, donc des photos, des films. Nous essayons aussi, tant que possible, d'être présents à ce type d'événements. Parce que nous, moi je suis un peu comme saint Thomas, hein, tant que j'ai pas vu de mes yeux, j'ai du mal à croire. Alors quand je vois que les produits sont détruits, au moins je sais que ceux-là, ils n'arriveront pas dans les mains des consommateurs. Bonjour. Bonjour Jérôme. Ça va Bernadette? Ça va là? Bonjour. Ça va bien? Alors, comment écoute, ça se passe les résultats des derniers tests que je vous ai demandé sur ces contrefaçons du Nigeria? là on a regardé donc ces lames-là, on a regardé les rasoirs au microscope électronique. C'est encore pire que la dernière fois. Hein. Regarde là, je pense que c'est de l'oxydation. On n'avait pas encore vu ça. Si tu compares à... C'est vrai que quand on compare à une vraie lame, on hallucine. Il n'y a pas photo, hein. C'est le cas de le dire. Dans certaines actions devant les tribunaux, au Nigeria par exemple, ces éléments accompagnent nos conclusions en justice et toutes nos affaires précédentes ont montré que c'était un appui particulièrement apprécié parce que les juges, personne ne peut discuter quand on voit ces photos, on comprend tout de suite que les contrefaçons sont d'une qualité catastrophique. Le rasoir, vous avez vu, c'est cassé à partir de 400 grammes de pression. Vous imaginez quelqu'un qui se raserait avec ce produit en exerçant une pression sur son visage et qui aurait la tête qui se désassemblerait du manche, risquerait de se couper. Notre société fabrique la grande majorité de ses produits en Europe avec des sites de production pour les rasoirs, les briquets et les stylos en France. Les autres sites de production sont les États-Unis et le Brésil. En face de nous, on a des personnes qui sont très organisées, qui sont fortement armées financièrement, parce que quand il s'agit de produire une contrefaçon, même si les produits sont à des kilomètres de la qualité de nos produits, il faut quand même avoir des moules, il faut quand même avoir des machines à injecter le plastique, il faut quand même des presses, il faudra sortir peut-être 200 000 € pour lancer une petite production. C'est pas du travail forcément artisanal qu'on a en face de nous. Et puis les routes utilisées pour la circulation de la contrefaçon sont parfois des routes qui sont très proches des routes utilisées pour la circulation de produits illicites comme la drogue par exemple. On a eu une affaire récemment où des produits pour aller de Chine en Russie sont passés par toute une batterie de pays différents. Le but étant bien évidemment qu'au niveau de la déclaration douanière dans le pays de destination, eh bien l'origine de la Chine soit masquée et n'apparaisse plus. L'intérêt d'importer des contrefaçons de produits comme les nôtres, c'est d'importer des quantités importantes. Donc elles ne peuvent venir que par voie maritime. On a sur le port de Lagos tous les ans des milliers de containers qui arrivent de Chine. Si on n'arrive pas à avoir des personnes sur le port qui peuvent nous renseigner, qui peuvent nous dire tel container vient de Chine, tel container contient des stylos ou des rasoirs, eh bien évidemment on ne pourra pas le saisir.
Eh bien là, on est sur le cours de Lagos, puisqu'on a rendez-vous ce matin au tribunal pour une audience dans une affaire de contrefaçon de stylos. Ça fait 3 ans que cette affaire est en cours. On attend beaucoup de l'audience de ce matin parce que le plus difficile et le plus long en temps, c'est d'obtenir ces fameuses décisions de justice. Mais une fois qu'on a les décisions de justice, après elles peuvent être réutilisées dans d'autres affaires similaires. Vous voyez dans le tribunal l'héritage anglo-saxon, puisqu'on a tous les avocats qui portent la perruque blonde. Le problème, c'est la lenteur administrative, parce que tout est pris en note à la main, y compris quand il y a une audience. Alors Sylvia, how are you, my friend? C'est Sylvia qui plaide nos affaires devant la cour. Une grande partie de l'audience sera consacrée à l'étude minutieuse des stylos contrefaits. L'avocat de la défense, lui, cherchera à contester la validité juridique de ces pièces à conviction pour gagner du temps, ce que redoutait Jérôme. Finalement, l'affaire sera repoussée à une prochaine audience dans 2 mois, un nouveau répit pour le contrefacteur. On a perdu 1 heure ce matin en pinaillage juridique. On a depuis longtemps compris qu'il fallait être endurant dans ce type de procès contre les contrefacteurs. Ça fait plusieurs années que l'affaire a démarré et j'ose espérer qu'avant l'été 2003, on aura la décision de justice rédigée et donc réutilisable dans d'autres affaires de contrefaçon. Malgré son air affable, Jérôme n'a qu'une idée en tête, obtenir de meilleurs résultats pour les mois à venir, et il compte le faire savoir à ses avocats. Le problème, c'est que je dépense beaucoup d'argent et je n'en vois pas les fruits. Je suis en situation délicate avec mon patron. Mais vous n'avez pas pris d'engagement avec nous pour la fin de l'année. Vous ne payez qu'au résultat, vous ne perdez pas grand-chose. On a quand même dépensé 40 000 €. Nous ne pourrons plus accepter d'être payés au résultat. Franchement, avec ce système, on perd de l'argent. Si vous souhaitez un budget annuel, il faudra atteindre des objectifs précis. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on réalisera courant 2003. Je vais vous dire quelque chose. Dans notre métier, personne ne travaille comme ça. Parce qu'en matière de justice, il n'y a jamais de garantie. Bon, et combien d'autres audiences sont prévues? Peut-être 2 ou 3. Donc ça nous mène jusqu'au milieu de l'année 2004, c'est ça? Sandrine, le dossier, vous savez le dossier italien, là, Saponaro, oui. Il est où? Vous pouvez me le... Donc ça, c'est des dossiers allemands. Vous avez là à peu près 200 affaires par année. Là, l'Autriche, l'Australie, la Belgique, la République de Chine, l'Espagne, les États-Unis. Enfin bref, Singapour, vous avez l'intégralité des pays du monde qui sont répertoriés avec le nombre d'affaires qu'on ouvre dans chaque pays. C'est que des actions en justice, ce qui fait quand même 2000 à 3000 dossiers. Il faudrait peut-être me montrer les derniers rapports là, sur lesquels ils vont partir, les quantités de produits saisis. Vous vous rappelez combien il y en a? Nous dépensons à peu près 4 millions d'euros par année pour à la fois obtenir la protection de nos produits avant leur mise en vente et pour les défendre par nos actions en contrefaçon. Donc 4 millions d'euros, c'est un chiffre considérable, mais nous n'avons pas le choix. Alors, ici, on est sur un poste de travail où on traite les montres compliquées. Par exemple, ici, vous avez Sébastien qui a un minimum de 7 ans de formation pour arriver à être capable de travailler sur ce type de produit.
de vendre un produit original de cette qualité si les contrefaçons occupent le terrain. Elles donnent une image du produit original complètement avilie et ce n'est pas de cette façon-là qu'on arrive à séduire ou à créer une émotion chez le client. Le client veut de l'exclusivité, il veut du rêve, il veut de l'émotion. Et si les produits de contrefaçon occupent le terrain, il est impossible d'arriver à plaire. Pour gagner encore plus d'argent et à moindre risque, les contrefacteurs écoulent leurs marchandises sur Internet. Ils se jouent ainsi des frontières en envoyant par la poste les commandes des internautes qui se laissent tenter par les prix, entre 35 et 150 € la montre selon les modèles. Internet est un réel problème. Malgré nos efforts, sur 100 sites répertoriés par année, on arrive à en bloquer 60, 70, mais il en reste toujours 30 en action. Donc c'est une bataille sans fin pour essayer devant la justice américaine d'arrêter ces sites. Et d'ailleurs, on est assez efficace puisque maintenant les sites se délocalisent au Japon et au Brésil. L'un des caïds d'Internet, Mark Dipadova, a même fini en prison aux États-Unis. Et plutôt que de garder profil bas, il continue de narguer par lettres celui qui l'a fait condamner. Vous vous souvenez, il est dans une prison en Floride. Pour 24 mois. Pour 24 mois, oui. Il nous menace carrément. Il dit que « You've made a martyr out of me, and I am or will soon be your worst nightmare. However, et ça c'est génial, I'm open to any dialogue regarding compensation. » Non mais attends. Il faut attirer l'attention de George. Tu veux dire qu'il dit qu'il est un martyr et qu'il veut créer le cauchemar de quartier? Je me demande s'il est complètement cinglé ou quoi. Moi, je suis optimiste à 100%. Je sors de prison dans quelques mois, alors j'ai demandé à un ami d'ouvrir un nouveau site internet avec lequel je vais revenir au meilleur niveau. Ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Dipadova a accepté de nous recevoir à la prison fédérale de Marianna en Floride où il purge sa peine. Ici, les normes de sécurité sont draconiennes. Interdiction de filmer, seul un magnétophone et un appareil photo ont été autorisés dans l'établissement. Les grandes marques ont fait tant de pubs qu'elles ont créé besoin. Qui n'a jamais eu envie de posséder une montre de luxe? Quand on est pauvre, même si on travaille toute sa vie, on ne pourra jamais se payer une vraie. Alors pourquoi ne pas permettre à ces gens-là de réaliser leurs rêves en achetant des contrefaçons? Cet élan de générosité, Marc Frisanco n'y croit guère. Pour lui, Dipadova est un cynique qui, à l'époque de sa gloire, n'hésitait pas à clamer dans les médias son appât du gain. Voilà, alors ça c'est une interview qu'il avait donnée sur CNN. Il écrit « I am very much aware of what I'm doing, but the money is so good, I am going to keep it doing it. » Voilà pourquoi ce monsieur veut vendre des copies. Il gagne beaucoup d'argent. Et si on ne l'arrête pas, il continuera. J'achetais tout ce qui était disponible dans les rues de New York et je revendais sur Internet. Je disais toujours aux gens que c'était des contrefaçons. Je leur proposais 45 différents modèles de montres. Je payais chaque pièce 35 $, que je revendais 135 $, ça me faisait 100 $ de bénéfice. J'expédiais 5000 montres par mois, ça faisait un chiffre d'affaires de 1 million $. J'avais 2 millions d'internautes sur mon site par mois, ça démontre l'intérêt du public pour les contrefaçons. Je devais même déconnecter mon site 2 jours par semaine car j'avais trop de commandes, je ne pouvais pas tout livrer. Je doublais mon chiffre d'affaires tous les mois. J'ai promis à mes clients que je reviendrai et je le ferai, c'est sûr. Même la prison n'a pas l'air dissuasif. Je comprends que son but, justement, c'est de prendre beaucoup plus de précautions et d'être encore plus prudent, ce qui rendra encore plus difficile notre tâche. Mais nous irons et nous l'arrêterons. Hong Kong. L'un des hauts lieux de la contrefaçon en Asie il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'ex-colonie anglaise a fait le ménage, en apparence du moins. Les copies d'articles de luxe n'inondent plus les trottoirs comme à Bangkok ou Istanbul. Hong Kong s'est converti en plaque tournante du faux, où transitent les produits contrefaits fabriqués en Chine et destinés à l'exportation. Marc Frisanco nous a donné rendez-vous ici pour suivre l'enquête qu'il mène sur les réseaux chinois, sa priorité. Ici,
c'est Nathan Road. C'est la rue où il y avait, il y a une quinzaine d'années, pratiquement toutes les boutiques, tout ce que vous voyez, il y avait du faux. On avait relevé à une époque 250 points de vente qui offraient des copies de marques et de modèles Cartier, partout. Alors là, ça a été vraiment la panique parce qu'on ne pouvait pas se promener sans voir des faux. Et c'est là où on a commencé à agir. Les grandes marques de luxe ont dépensé des fortunes en procès pour assainir la ville qui désormais est sous surveillance. Mais le problème persiste. L'Asie et la Chine en particulier continuent de fournir plus de 70% des contrefaçons mondiales. Aujourd'hui, la contrefaçon se cache. Vous avez ce qu'on appelle des vendeurs à la sauvette qui viennent vous chercher dans la rue. J'ai des fausses montres. Vous en avez beaucoup? But what watch do you have? You have Rolex? Rolex, many types. Oh, OK. On est quand même obligé de sortir de la rue principale. Il faut lui faire confiance. C'est pas il va nous amener. Voilà, c'est une petite échoppe, une petite entrée. Et puis on ne sait pas où on va. Alors il faut vraiment être déterminé. Ça, c'est monté pour mener les clients hors de la rue, à l'abri des policiers, pour vendre du faux. Oh, this is a shop? Fanny, vous avez vu la porte comme elle est solide? Oh là. Hello. Ah. This one expensive, good quality. This one. Expensive. Yeah. Celle-là, elle est chère parce que ça, c'est de la qualité. Un vrai modèle, ça vaut à peu près combien? Un vrai modèle, je dirais que ça serait quelque chose comme 20 000 francs. Hein. OK, how much your best price for this one? $90. Yeah. I give you 70. 70, come on. 70 for that quality, it's good. What do you calculate? No, 80, 75. 75. All right. All right, 75. You get 75? 66, 67, $5. 75. $8, $10 more. Ce qui est important là, c'est de voir les conditions dans lesquelles, à Hong Kong, on vend de la contrefaçon aujourd'hui. On les a sortis de la rue, cachés, et on peut guère aller plus loin. Le véritable enjeu est ailleurs, à la source, à la tête des réseaux qui alimentent tous les marchés en contrefaçon. C'est en Chine continentale qu'il faut aller, à Canton ou à Shenzhen, les principaux lieux de production et de distribution du faux en Asie. Marc Frisanco travaille avec des juristes installés à Hong Kong. Thierry est l'un d'eux. Il dispose d'enquêteurs, tous chinois, qui infiltrent les filières, organisent les saisies et surtout entretiennent les relations avec les autorités, sans lesquelles aucune action judiciaire ne serait envisageable. Première étape, Shenzhen, à 1 heure de Hong Kong, l'un des hauts lieux du capitalisme chinois. Cette zone économique spéciale bénéficie d'une plus grande liberté que dans le reste du pays. Ici, il est possible de faire de l'argent et tous les moyens sont bons. C'est là où tous les gens de Hong Kong viennent acheter le faux. Alors juste ici se trouve le Low Center, qui est l'endroit principal où vous trouvez toutes sortes de contrefaçons, mais vendues publiquement. Vous trouvez tout. Des stylos, des montres, des appareils filles, des cuirs, tout. Tout ça, c'est faux. Regardez, toutes ces chaussures, toutes les marques européennes ou américaines se retrouvent là. Et là aussi, ça doit être quelque chose comme une dizaine d'euros, 10-15 € la paire de chaussures, que vous retrouvez à Paris à 200 €. C'est le problème. Si par exemple vous êtes fabricant de chaussures et vous fabriquez ici, c'est le risque de voir vos produits sans autorisation offerts sur le marché local. Plus les entreprises se précipitent en Chine pour fabriquer, plus elles délocalisent leur fabrication, plus elles vont gagner de l'argent du fait de la main-d'œuvre. C'est clair. Mais partant de là, il y a des transferts de technologie
Parce que si le Chinois est capable de fabriquer sous licence pour vous vos produits, il n'a aucun problème pour fabriquer les mêmes produits hors de votre contrôle et d'inonder le marché domestique et surtout d'exporter dans des quantités phénoménales. Et vous, ça vous arrive de sous-traiter en Chine? Cartier fabrique tous ses produits en France, en Italie, en Suisse évidemment, avec la branche horlogère, et il n'y a pas de transfert de technologie. Ces précautions n'empêchent pas les contrefacteurs de fabriquer d'excellentes copies en s'inspirant des modèles sur catalogue. Et même si le mécanisme laisse à désirer et que les montres tombent souvent en panne, l'essentiel est de créer l'illusion. You have all the watches? Yeah, their watch I have. You have. Et là, on retrouve tous les modèles de toutes les marques. Voilà, de toutes les marques. Toutes les marques sont là. Alors ça, c'est incroyable. C'est la montre Louis Vuitton qui vient de sortir il y a moins d'un mois au Japon. Moins d'un mois. On est en Chine, elle est déjà là. Fausse. I like it. Faut pas se tromper. Lorsque la marchandise est vendue, le détaillant remet l'intégralité du chiffre d'affaires au propriétaire du Loewe Center. En échange, il reçoit une petite commission. En général, sa commission lui permet uniquement de survivre, de se nourrir et rien d'autre. Tout le profit est entre les mains du patron du centre de Loewe Center. Et celui-là, nous avons énormément de mal à le connaître. Chaque fois que nous avons essayé de voir qui était le propriétaire du Loewe Center, chaque fois nous avons échoué. Les formalités, la possibilité d'utiliser des prête-noms et la loi chinoise nous ont rendu impossible l'arrestation de ces gens-là. Et pour glaner des renseignements, toujours la même technique, jouer les touristes dépensiers. Dior, Chanel, tout est là. Tout ce qu'on veut dans les cuirs, toutes les marques. But this is a model Cartier. Where is the trademark? Where is Cartier? I don't see Cartier. Okay, I'll take the new one. I have Cartier for you. Why you don't have? Why don't you have Okay, Cartier? it come out warehouse, okay? Ah, warehouse. Vous voyez, c'est à la maison, il n'y a pas la marque Cartier. C'est le modèle, mais il n'y a pas la marque. Et pourquoi votre je lui demande, elle me dit il faut que j'aille au warehouse, il faut que j'aille à l'endroit où je stocke les produits. Le warehouse, l'entrepôt, est un lieu confidentiel, en principe réservé aux gros clients. 5 étages plus bas, le sous-sol. Alors maintenant, c'est des couloirs. Là, je ne sais pas du tout en bas. Ah, oh, c'est joli, Alibaba. La caverne d'Alibaba, monsieur. Hello. Hello. Hi, hi, hi. Oh. Jackpot. Voilà, ça c'est vraiment un warehouse, un grossiste. Avec tous les produits, et il y a tout. Cuir, montre, bagages. Allez, one wife, hein? I don't have lots of wife, hein? One wife, one Enough gifts, huh? Enough gifts today. Yeah, yeah. My girlfriend, this is for you? Non, ok. Là, c'est toujours la même chose, ils veulent qu'on achète plus, mais on va prendre 3 produits de nos marques parce que je veux pouvoir ressortir par une porte qui permettra de revenir ici avec d'autres personnes. Ces autres personnes seront des policiers. 2 jours plus tard, François, l'un des avocats, est chargé d'organiser une opération de saisie dans le même entrepôt. Donc là, on va se diviser en 2 équipes. Il y a une équipe qui est allée avec les autorités et nous, on va retrouver la vendeuse. Il s'agit pour François de retourner avec elle dans le lieu de stockage et de réaliser avec la police un flagrant délit de vente. Dès cet instant, nous sommes invités à filmer avec la plus grande prudence le piège qui est en train de se mettre en place.
C'est la police. On ne fait que vendre, nous. Restez ici. C'est légal ce que vous vendez? Vous vendez du quartier? Non, on n'en vend pas. Pour elles, tout s'effondre. Elles savent qu'elles viennent de perdre leur emploi, et pas n'importe lequel. En Chine, vendre des produits de luxe, même contrefaits, est un vrai privilège. Seuls les produits de la marque sont confisqués, plus de 500 sacs. S'il vous plaît, laissez-moi téléphoner avant de tout saisir. Les vendeuses doivent verser une caution de quelques centaines d'euros pour éviter d'aller au poste. La grosse amende sera payée par le propriétaire du magasin entre 3 et 10 000 euros, suivant la quantité des pièces saisies. Par nos actions, nous essayons de faire le plus de bruit possible pour que les gens connaissent les règles du jeu et sachent, comprennent bien que c'est illégal de vendre ces produits. Mais évidemment, notre objectif n'est pas seulement d'empêcher ces détaillants de vendre, mais surtout d'essayer de remonter un peu plus loin et de démanteler tout un réseau. Pour cela, il faut aller à Canton, une ville industrielle de 10 millions d'habitants où sont produites la plupart des contrefaçons. Canton est l'une des zones d'action favorites de Marc Frisanco. Il organise ici près de 300 raids par an, grâce surtout aux relations privilégiées que ses avocats ont su établir avec la police locale, sans laquelle on ne peut agir. Mais une telle collaboration est exceptionnelle en Chine. La plupart du temps, les autorités se font tirer l'oreille pour intervenir, même si la loi les y contraint. Ici, le concept de propriété intellectuelle n'est pas encore entré dans les mœurs. Premier raid au marché de montres de Canton, l'un des grossistes serait un fournisseur des réseaux américains. Son nom était sur les documents saisis lors du raid de New York, quelques mois plus tôt. Regarde comme ils viennent tous de fermer, c'est incroyable. C'est le marché du gros, des montres et pratiquement tout est faux. Tout est faux. Donc c'est des centaines de milliers de bah, regardez, il y a déjà là, il y a bien 1000 personnes et il y a au moins, je sais pas, 300, 400 points de vente. Donc là, c'est les Chinois qui viennent, la gare est toute proche, font leur shopping, ou ils prennent les montres, ou ils se les font livrer, ou alors ils vont à leur stock. Vous voyez, le modèle Roadster. Voilà, alors là, on est bien tombé, là, on prend tout, là. Donc là, a priori, combien de montres, c'est difficile à évaluer? Plusieurs centaines, là. Plusieurs centaines. Mais vous voyez qu'on ne peut pas faire plus parce qu'ils ont tout fait disparaître, donc il fallait prendre ce stock-là uniquement. Et il y a de plus en plus de monde, il faudrait faire gaffe quand même. Hein. Ah ouais, là, il vaut mieux rester en groupe avec la police parce qu'il y a moins de 3 semaines, ils ont tiré des coups de feu lors d'une intervention. Le grossiste a donné l'adresse de son fournisseur en échange d'une amende réduite. On est dans un assemblage? Alors là, bingo. Voilà, c'est une maison comme une autre, avec la famille, les bébés. Ah putain, mais quel bol ils ont! C'est une fabrique, c'est ça une fabrique, regardez. C'est un appartement avec des outillages pour assembler les pièces détachées qui viennent des fabricants. Donc là, on arrive en flagrant délit puisque vous voyez qu'il était en train de fabriquer des roadsters. Ces gens-là travaillent sur les commandes que leur passent les grossistes et en général, ils sont payés à peu près 100 € par mois. Et vous voyez, dans un petit atelier comme ça, on peut sortir pratiquement par semaine entre 500 et 1000 montres. 1000 montres multipliées par des milliers d'ateliers répartis dans tout le pays. Le marché du faux est gigantesque en Chine. Et sans une meilleure collaboration des autorités, comment y mettre fin? Ici, la contrefaçon fait vivre des dizaines de millions de personnes. L'interdire risquerait de provoquer une crise sociale dont le gouvernement se passerait volontiers. Aujourd'hui, les Chinois ne reconnaissent pas le problème de la contrefaçon.
parce qu'ils savent très bien que ça peut nuire à leur image, que ça peut nuire aux investissements étrangers. Je vous rappelle que la Chine aujourd'hui est le pays qui reçoit le plus d'investissements étrangers par rapport à tous les pays du monde. Donc ils tiennent à cette masse financière qui permettra à la Chine de se développer plus rapidement que d'autres, et ils savent très bien que la contrefaçon est de nature à ternir cette image et peut-être à faire hésiter les investisseurs. Christoph Zimmermann est expert des douanes à Bruxelles. Il coordonne l'arsenal juridique anti-contrefaçon pour l'Union européenne. La contrefaçon, d'un point de vue économique, c'est 5 à 7% du commerce mondial. En 2001, les douanes européennes ont intercepté 100 millions d'articles, ce qui représente 2 milliards d'euros, ce qui est absolument prodigieux. Quelle est la part de ce que nous saisissons par rapport à la part de ce qui passe? C'est excessivement difficile à dire, mais d'une manière très subjective, un peu plus de 10%, si tant est qu'on passe les 10%. Nous avons en Europe 104 000 douaniers dans les 15 États membres, donc c'est très peu pour contrôler des millions et des dizaines de millions de colis qui arrivent chaque minute. Là, vous voyez un des quais d'Anvers où on charge et décharge des conteneurs. L'année passée, on en a eu plus que 4 millions pour tout le port d'Anvers. On fait tout notre possible pour attraper de la contrefaçon, mais comme vous voyez, c'est assez difficile à 2 personnes s'il faut contrôler tout ça. On contrôle à peu près 4 conteneurs par semaine. Normalement, on doit en faire plus. Mais c'est parce qu'on n'est qu'à 2 personnes ici. Ça va? Combien on en a déjà? Je pense 200 cartons. C'est possible, une bonne idée d'ouvrir. Hein? Ouais, on va prendre, hein. On va l'ouvrir. Faites attention. Malgré leurs petits moyens, ces 2 douaniers font parfois de bonnes prises. De nouveau la même chose. Cette marchandise vient de la Chine. Ce sont des spécialistes pour faire des reproductions, dans n'importe quelle forme. Hein. Si un bébé met ça en bouche, donc il avale ça. Hein. Et les conséquences alors, ce sont des contrefaçons. De très mauvaise qualité. Et dangereux en fait aussi. Hein. Aujourd'hui, tout ce qui se vend, tout ce qui s'achète est susceptible d'être contrefait. Cela va des produits textiles en passant par les CD, évidemment également les médicaments, les pièces automobiles et ce qu'on appelle les produits divers, qui vont du dentifrice en passant par les shampoings, les jouets, les préservatifs, les appareils médicaux, les parfums, les fausses licences de football qui permettent éventuellement de monter une émigration clandestine, de favoriser une émigration clandestine. Mais le plus inquiétant pour la sécurité du consommateur, c'est évidemment les produits alimentaires. Le thé, cette affaire-là, 48 tonnes de thé contrefait ont été interceptées il y a quelques semaines à Anvers. De plus en plus de petites et moyennes entreprises sont attaquées par ces contrefacteurs. Je pensais jamais qu'on aurait pu avoir des contrefaçons. Jamais. C'est une catastrophe. On a eu, entre le mois de mai-juin, plus de 37% de perte de chiffre d'affaires. Ça met en jeu et ça met en péril notre société. Cette petite entreprise familiale de 9 personnes fait de l'importation de thé chinois haut de gamme. Nous n'avions pas prévu, il y a 3 ans, des budgets de contrefaçon, d'avocats internationaux, que ce soit en Belgique ou en Hollande et en France. Et en 2003, on prévoit un budget qui va peut-être s'élever à 100, 120 000 euros. Il faut quand même avoir conscience qu'on se bat, nous, face à des gens qui ont les moyens de régulièrement inonder le marché, d'envoyer des containers, et on en attrape peut-être que un, une fois de temps en temps. Ça veut dire que, disons, 10 fois plus, 100 fois plus qui arrivent à passer entre les mailles du filet.
L'information nous remonte par des consommateurs ou des revendeurs qui nous appellent en nous disant qu'avez-vous fait, pourquoi votre thé est-il de si médiocre qualité alors que pendant des années il était de très bonne qualité. Donc ça c'est quand même un gros coup pour nous. À droite vous avez le thé original qui est donc composé essentiellement de petites feuilles parfaitement triées. C'est ce qu'on appelle la variété gunpowder, c'est-à-dire de la poudre à canon. Et ici vous avez la contrefaçon qui est beaucoup plus claire. Et on trouve des fragments, du bois, des débris. C'est à peine du thé. Alors le problème qui se pose, c'est que bien évidemment, afin de ne pas éveiller les soupçons, les contrefacteurs vendent leur thé avec une différence de prix par rapport au produit original qui est relativement faible. Ils le vendent 10% en dessous du prix, donc ça n'éveille pas beaucoup les soupçons. Personne ne pense que c'est de la contrefaçon, tout le monde pense être de bonne foi, et le consommateur est berné au final. On est tous inquiets, parce que lorsque vous voyez l'évolution de la contrefaçon dans les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, mais bien d'autres choses, sur les cigarettes, par exemple, lorsque vous avez des taux de nicotine qui sont 4 ou 5 fois supérieurs aux taux de nicotine qui sont indiqués sur les paquets parce que c'est de la contrefaçon, il est clair aussi que là, c'est un danger. Le danger est omniprésent. Donc oui, vigilance, oui, vers une prise de conscience des consommateurs, parce que sans l'aide des consommateurs, on n'arrivera pas à endiguer. S'ils n'arrivent plus à vendre de produits, ils n'en produiront plus.